Je vais commencer par vous faire une confession. Moi, je suis de ceux qui croient que la révolution citoyenne sera lancée par la jeunesse, particulièrement en France. On est une génération qui est à la croisée de tous les chemins de ce qu'on pourrait appeler la convergence des luttes ou de ce qu'on pourrait appeler l'intersectionnalité. On est à la croisée d'un chemin, déjà d'un chemin démocratique, qui concerne tout le peuple français. Mais particulièrement pour cette génération, puisque je sais que beaucoup de personnes qui sont ici ont voté pour la première fois lors de la dernière élection législative. Et je veux rappeler quelque chose. Comment a commencé cette élection ? À partir du moment où Macron a dissous, on s'est retrouvé à avoir des milliers de jeunes sur la place de la République pour demander aux partis politiques de faire le nouveau Front populaire parce que c'était la seule chance que la gauche avait de remporter les élections. Et je commence par rappeler que c'est la jeune génération qui a permis et qui a construit le nouveau Front populaire. Dès lors, le nouveau Front populaire appartient d'abord à cette jeune génération. Je sais que c'est celle-là que j'ai en face de moi et c'est pourquoi je veux vous remercier. Alors, je vous propose de faire passer un message, puisque la Ve République explique qu'on peut ignorer les référendums, qu'on peut ignorer les manifestations, qu'on peut ignorer le suffrage universel, qu'on peut ignorer les assemblées, puisque cette classe politique de la Ve République dit qu'on s'en fiche de la vie du peuple français. Je vous propose de leur renvoyer un message. Le peuple français se fiche de la classe politique de la Ve République, et si elle ne peut plus voter, s'il n'y a plus le référendum, s'il n'y a plus les manifs, s'il n'y a plus les assemblées, alors doit venir une assemblée constituante. Cette assemblée constituante fera la Ve République, et elle les dégagera toutes et tous. Ne sous-estimez pas l'Assemblée constituante dans la stratégie que nous avons. Le gouvernement de Barnier ne tiendra pas une seconde. Déjà parce que vous avez des questions qui vont diviser. Par exemple, sur l'aide médicale d'État, vous avez le ministre de l'Intérieur, qui est un espèce de Gérald Darmanin Wish, encore plus fascisé, qui a dit que sur l'aide médicale d'État, lui, il voulait un vote. Eh bien, on verra ce que diront les députés macronistes. On verra s'il y aura une majorité sur ce cas. Vous verrez qu'ils se diviseront. Sur le coup de pression que Marine Le Pen vient de mettre sur Barnier, vous avez des députés macronistes qui sont en train de se diviser. Sur la question de l'augmentation des recettes, vous verrez, ils ne taxeront pas les plus riches, c'est vous qui allez payer à la fin, vous allez voir qu'ils vont se diviser. Ce n'est pas vrai de dire qu'il y a un gouvernement stable. Et ce n'est pas vrai de dire que Marine Le Pen réussira à maintenir l'unité dans ce camp-là, parce qu'elle est un facteur de division, parce qu'on est au milieu de la clarification. Déjà depuis 2012, la France Insoumise disait « ce sera nous contre eux ». Eh bien, à partir de ce moment, et à partir de ce moment précis, le bloc central devra choisir. Est-ce qu'ils sont du côté du Rassemblement national ou est-ce qu'ils sont du côté de la force populaire, du nouveau Front populaire et du camp de l'Assemblée constituante ? Parce que quand la Ve République s'effondrera, il ne faudra pas passer par 4 chemins, il ne faudra pas trembler, il faudra l'Assemblée constituante. Et celle-ci ne viendra que d'une partie du peuple. Les militantes et les militants politiques que vous êtes, qui viendront filer un coup de main aux personnes qui se seront rassemblées devant les usines, sur les ronds-points, dans les universités, pour commencer à écrire ce qu'on a déjà vu en 2018, c'est-à-dire les doléances qui fonderont la Ve République. On y est proche, on n'a jamais été aussi proche, et dès lors, il s'agit de le construire dès maintenant. Dans cette Ve République, on y aura notamment un certain nombre de règles. Vous avez vu, on veut constitutionnaliser par exemple la liberté de genre. On aimerait aussi constitutionnaliser, et c'est vraiment le centre de tout, la question de la règle verte. Alors, la règle verte, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre plus à la nature que ce qu'elle est capable de restituer. Marx parlait de restitution, de loi de la restitution, et on verra comment est-ce que vous l'inscrirez dedans. La question de la loi de la restitution, elle est centrale dans la Ve République pour une raison très très simple. C'est qu'à chaque fois que vous essayez d'avoir un débat économique, vous vous retrouvez souvent face au même. Vous savez, c'est les gens qui regardent les TikTok. « Salut, jeune auto-entrepreneur !» Et ces gens, vous arrivez, vous leur expliquez, mais attendez, là, on a tous les prix qui sont en train d'augmenter, les revenus et les salaires n'arrivent pas à suivre, les gens n'arrivent pas à vivre. Il va falloir augmenter le SMIC. Alors là, vous avez ces auto-entrepreneurs de TikTok qui arrivent, qui disent « Non, c'est pas possible, on ne peut pas augmenter le SMIC, c'est tout le système économique qui va s'effondrer. Vous êtes des utopistes, ce n'est pas possible. » Alors ensuite, vous arrivez, vous leur expliquez, mais regardez, l'hôpital est en train de s'effondrer. Regardez dans l'école, il y a tellement de gamins dans les classes et les profs sont tellement maltraités qu'on n'est même plus capable d'éduquer correctement la jeunesse. Et ils vous disent, non, surtout pas d'impôt sur la fortune, c'est pas possible, c'est tout le système qui va s'effondrer. Ensuite, vous arrivez, vous leur expliquez, mais attendez, il y a un code du travail quand même. Aujourd'hui, tous les métiers sont en train de se ubeuriser. Je sais que parmi vous, je vois des jeunes visages. Je sais qu'il y en a qui sont dans ces métiers uberisés, parce que c'est les seuls que vous avez. Quand vous venez expliquer que l'ubérisation du monde du travail, ce n'est pas une fatalité, et que oui, il faut des lois pour pouvoir organiser le travail, ils vous expliquent, non, c'est pas possible, la compétitivité. Et là, on peut commencer à les regarder droit dans les yeux, et à leur dire, mais attends un peu, jeune auto-entrepreneur,
Comment vas-tu me raconter qu'un système économique dans lequel l'hôpital s'effondre, dans lequel l'école s'effondre, dans lequel les gens n'arrivent même plus à manger, à se loger, dans lequel le droit du travail n'existe même pas, si ça n'arrive pas à te raisonner, est-ce que le fait que ton système va nous emmener dans une planète à 5 degrés, ce n'est pas quelque chose qui te fait dire que c'est toi qui es un utopiste, que c'est ton système qui est impossible et que c'est toi qui nous emmène droit dans le mur? La question de la loi de la restitution fait sauter le cœur même de ce qu'est le capitalisme, c'est-à-dire l'accumulation à l'infini, à l'infini, à l'infini. Et là, on est dans un siècle dans lequel toutes les personnes qui vous disaient que ce n'était pas possible, vous pouvez les regarder droit dans les yeux et leur dire « Je cesse de t'appeler jeune auto-entrepreneur et maintenant je t'appelle camarade. » Parce que les choses vont changer, parce qu'on n'a pas le choix que de changer les choses. Nous allons vivre le siècle dans lequel le capitalisme va atteindre sa fin. Et oui, vous pouvez les regarder dans les yeux et leur dire « Certainement qu'on va changer les choses. Certainement qu'on va arrêter avec les traités de libre-échange qui sont en train de tuer les agriculteurs. Certainement qu'on va arrêter avec la bagnole et avec le camion à tout va. Oui, on va reconstruire un vrai service public du fret ferroviaire. Oui, vous pouvez les regarder dans les yeux et leur dire « Nous allons nationaliser l'eau. » Parce que l'eau est un bien commun, ce n'est pas une marchandise. Et si vous nationalisez l'eau, vous faites déjà 25% d'économie sur la facture parce que 25% vont dans la poche des actionnaires. Oui, vous pouvez les regarder droit dans les yeux et leur dire qu'on va créer un véritable ministère pour accompagner le rétablissement des forêts qui sont aujourd'hui déboisées au point de brûler ou d'être des forêts mortes dans lesquelles on n'entend même plus chanter les oiseaux. Oui, vous pouvez les regarder dans les yeux et leur dire « Nous sommes dans le siècle où les choses vont changer et c'est toi qui es un utopiste, c'est toi qui es impossible et c'est nous qui avons raison. » Voilà ce qu'est la loi de la restitution dans la 6e République. Vous pouvez les regarder dans les yeux et leur dire que la précarité des jeunes n'est pas une fatalité. Et là, je sais qu'ici, je m'adresse à des militantes et à des militants insoumis. Nous avons une bataille culturelle à mener au sein même du nouveau Front populaire. Je vous avertis, vous ne verrez pas un seul communiqué ou un seul texte du Parti socialiste dans lequel est mentionné le revenu étudiant. Attendez, ce n'est pas un détail. La seule revendication du Parti socialiste pour lutter contre la précarité des étudiantes et des étudiants, c'est le repas à 1 € et la construction de logements. On est d'accord, c'est très bien. Mais ce n'est pas ça qui va résoudre tous les problèmes. Parce que le problème structurel de la jeunesse, c'est le même problème structurel des personnes âgées. À l'époque, quand il n'y avait pas encore le système de retraite qui a été fait par le grand camarade Croizat, vous aviez des personnes âgées qui n'étaient plus en capacité de travailler. Comme elles n'étaient plus en capacité de travailler, il n'y avait plus le revenu, il n'y avait plus le salaire. Et donc ces personnes étaient dépendantes. Elles étaient dépendantes de la fille, du fils, qui, elles-mêmes et eux-mêmes, n'arrivaient pas à subvenir de leurs propres revenus. Et c'est pour ça que vous aviez des millions de personnes âgées qui étaient dépendantes et qui étaient précaires, parce que les personnes dont elles étaient dépendantes étaient elles-mêmes précaires. Vous vivez la même situation avec vos parents. Je sais qu'il y en a ici qui ont des parents pleins de bonne volonté, qui travaillent dur pour financer vos études. Mais maximum, ils arrivent à vous donner quoi? 50 €, 100 €? Ce n'est pas de la faute de vos parents. Et si vous êtes précaire, ce n'est pas de votre faute non plus. Non, ce n'est pas possible de concilier les études, le travail et de vivre au-dessus du seuil de pauvreté. Si vous voulez éradiquer la précarité des jeunes, il faut toucher au cœur du problème. C'est-à-dire le fait que vous ne devez pas être dépendant de votre famille pour survivre. Et le seul moyen de ne pas être dépendant de votre famille pour survivre, c'est la question de la solidarité sociale et nationale. Il faut quitter la solidarité familiale pour passer à la solidarité sociale et nationale. Et ça ne passera que par le revenu jeune, la garantie d'autonomie jeune. Et le fait qu'une partie de la gauche cherche à l'effacer, ça nous impose une bataille culturelle. À chaque fois que vous trouvez un socialiste quelque part, vous lui dites de ne pas oublier la question de la garantie d'autonomie jeune dans un communiqué, parce que sinon ça va barder. Faites-leur passer le message. Et dès lors qu'on commence à toucher à la question de la loi de la restitution, qu'on commence à toucher à la question de l'autonomie des jeunes, on peut typiquement parler de révolution, parce que c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de faire une révolution citoyenne. Mais si jamais vous parlez de révolution, sans parler de la question des femmes, alors vous oubliez l'un des sujets principaux. Les femmes vivent doublement les violences de la société. Parce qu'elles vivent les mêmes violences de la société que les hommes, mais elles souffrent à cause des hommes d'autres violences. Une révolution citoyenne dans laquelle il n'y a pas eu la révolution féministe est une révolution qui a oublié la moitié de la population et donc une révolution qui s'est faite seulement à moitié.
il ne faut pas oublier la question des femmes dans la révolution citoyenne. Et c'est pourquoi j'insiste sur le fait que les hommes et les femmes politiques, et j'insiste sur le fait que les hommes et les femmes politiques ont le devoir de parler du procès de Mazan pour ce qu'il dit de la société. Et pour parler du procès de Mazan, j'aimerais commencer par saluer la victime, Gisèle Pelicot, qui fait face avec une telle dignité, une telle force à ses agresseurs, aux odieux avocats de la défense qui oublient la déontologie et qui mènent ce procès public pour aussi rendre justice à la société. Et oui, je dis rendre justice à la société parce que c'est aussi de ça dont il s'agit. Ce procès, ce n'est pas seulement celui des agresseurs de Gisèle Pelicot, c'est aussi le procès de notre société et de la culture du viol qui est dénoncée par les féministes depuis des siècles. Avec ce procès, c'est l'image publique du violeur qui vole en éclats. Non, les violences sexistes et sexuelles ne sont pas seulement le fait d'hommes pervers dans des ruelles sombres. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La moitié des viols sont des viols conjugaux. Les violences sexistes et sexuelles, ce sont aussi des crimes et des délits qui sont commis par des compagnons, par des frères, par des connaissances, par des hommes, tout simplement. Notre génération, elle a grandi dans le mouvement MeToo. Pour nous, ce constat, c'est une évidence. Et si ce constat est une évidence, c'est parce que chaque jour, heureusement, il y a des femmes qui prennent leur courage à deux mains et qui ouvrent la voie par un témoignage. Tous les hommes sont concernés. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être une connaissance, ça peut même être l'abbé Pierre. Tous les hommes sont concernés. Alors, la question, c'est comment réparer notre société. Et sur ce point, j'ai l'humilité de prendre pour référence les grandes féministes et les grandes figures du féminisme qui parlent de critique du patriarcat, qui est le socle de la culture du viol. Si l'homme se croit maître du corps des femmes, c'est parce qu'il profite d'une domination du quotidien, sur tous les pans de la société et sur tous les temps de la société. À la cour de la récréation, vous pouvez déjà l'observer. Vous voyez, dans la cour de récréation, ce sont souvent les petits garçons qui occupent la majorité de la cour de récréation en jouant au foot, par exemple, et vous voyez que les filles sont reléguées sur le côté. Puis à l'adolescence, vous voyez toujours les mêmes scènes. Des hommes qui écoutent la parole, qui occupent toute la parole, qui souvent répètent des choses qui viennent d'être dites par les autres adolescentes. Et puis ensuite, on s'y est fait. Finalement, beaucoup vous disent que c'est impossible de changer les choses. Bah oui, on est dans une société dans laquelle les femmes seraient obligées, à salaire égal et à compétences égales, d'être moins bien payées que les hommes. Et puis dans le couple aussi, ce sont souvent les femmes qui portent la charge mentale, la charge ménagère, souvent aussi la charge d'élever seul l'enfant. C'est tout un système qui est installé depuis des siècles qu'il faut renverser. Oui, il faut déconstruire la culture du viol, il faut déconstruire le patriarcat, et ce sont les seuls chemins qui permettront l'égalité de genre. Le reste, ce n'est que du bavardage. Et je terminerai par dire, particulièrement aux militants hommes, que nous avons aussi une responsabilité d'expliquer cela. L'expliquer aux femmes, elles sont bien mieux renseignées que nous, elles le vivent. Mais on a une responsabilité d'aller l'expliquer aux autres hommes. Parce que quand on est militant insoumis, on est pour la révolution citoyenne. Et si vous êtes ici pour faire la révolution citoyenne à moitié, si vous vous sentez dérangé par la révolution féministe, alors je le dis clairement, vous n'avez pas votre place à la France insoumise. Et pour ce qui est des parlementaires, vous pouvez compter sur nous. Parce qu'au moment où je vous parle, on a des parlementaires qui sont rassemblés et qui sont en train de regarder sur chacune des parties du budget comment est-ce que, vote par vote, amendement par amendement, on réussira à obtenir les 2 milliards de budget qui sont nécessaires pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Vous pouvez compter sur les parlementaires pour que la question du consentement soit inscrite dans la définition du viol. Parce que c'est ça la France insoumise. C'est un mouvement anticapitaliste, c'est un mouvement révolutionnaire et c'est aussi un mouvement féministe. Mais c'est aussi un mouvement antiraciste. Et vous savez, c'est une question qui a beaucoup fait débat. Parce qu'on appartient de la génération Adama. On est d'une génération qui a vu des luttes contre le racisme, qui ont fondé la génération que nous sommes. Et pour autant, on voit que l'extrême droite monte. Alors il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, comment est-ce qu'on lutte contre l'extrême droite? Vous avez des personnes qui ne sont plus à la France insoumise, qui disent il faut éviter la question du racisme. Il ne faudrait pas parler du contrôle aux faciès.
Il ne faudrait pas parler des crimes policiers. Il ne faudrait pas parler des discriminations au sport, des discriminations à l'embauche, des discriminations au logement. Non, il ne faudrait surtout pas parler des lois islamophobes, comme de ce qu'ils ont fait sur la baya ou de la loi séparatisme. Ce sont des gens qui sont incapables de comprendre que pour une grande partie de la population, la question de la lutte contre le racisme est une question de lutte pour leur propre survie. Les gens qui évitent cette question sont des gens qui ne l'ont pas compris. Et alors, qu'est-ce que ces gens nous proposent? D'abandonner la lutte contre le racisme? De la mettre sous le tapis? De laisser toute une partie de la population, de nos concitoyennes, nos concitoyens, à la vindicte de l'extrême droite? À ces gens-là, je vous demande de leur répondre extrêmement fermement. Il n'est pas possible d'être de gauche si jamais vous évacuez la question du racisme, et je vais aller un peu plus loin. Le cœur du racisme, le cœur de ce qui fonde le racisme en France, c'est la question coloniale. C'est la question de l'histoire coloniale française. La question du racisme en France est un héritage de l'histoire coloniale française. Regardez les quartiers populaires, regardez les lois islamophobes, regardez la gestion du patronat vis-à-vis des personnes racisées qui se retrouvent, du fait de discrimination à l'embauche, à souvent occuper les emplois les plus précaires. Et ils en profitent. Vous ne pouvez pas questionner le racisme si vous ne parlez pas de la question coloniale en France. Il est là le cœur de tout ça. Et c'est sur ça qu'on affronte l'extrême droite. Alors, n'oubliez jamais, la lutte des classes sans écologie, c'est du jardinage. La lutte des classes sans féminisme, c'est, je ne sais pas ce que c'est une lutte des classes qui oublie la moitié de la population. La lutte des classes qui oublie le racisme, ce n'est pas de la lutte des classes. Parce que les personnes racisées, elles vivent les violences économiques bien plus violemment que les autres. J'ai voulu dresser tout ça parce que j'ai parlé de génération Adama, j'ai parlé de génération MeToo, j'ai parlé des Gilets jaunes et j'aimerais dire ce qui nous définit et pourquoi est-ce que c'est nous qui allons faire la révolution citoyenne. On est à la croisée de tous les chemins. On est la génération Adama, mais pas seulement. On est aussi la génération MeToo, parce qu'on a grandi avec MeToo. On est aussi la génération climat, parce qu'on a grandi avec les marches climat. On est aussi la génération Naël. On est la génération Gilets jaunes. On est la génération Adama. On est la génération Mélenchon. Bref, on est une génération qui a compris que, à chaque niveau de la société, il y a des systèmes à abattre. Ces systèmes, appelez-les comme vous voulez. Moi, je les appelle la citadelle et je n'ai qu'un seul message pour vous. Cette année, abattons la citadelle. Liberté, égalité, fraternité, nous vaincrons!